Le sang coulait goutte à goutte du poignet d'Amélie Dubois, traînée par deux agents de sécurité à travers le terminal bondé de l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle. À seulement 17 ans, cette lycéenne brillante, honorée pour ses notes exemplaires, gardait un calme presque surnaturel face à la brutalité des hommes en uniforme. Ses yeux sombres, pleins de dignité, contrastaient avec les insultes raciales murmurées par Claire Beaumont, l'hôtesse de l'air d'Étoile d'Azur, captée par des dizaines de téléphones portables brandis par les passagers. L'expulsion injuste d'Amélie du vol 1824 semblait n'être qu'un énième cas de discrimination, un scandale ordinaire dans un monde où la couleur de peau dictait encore trop souvent le traitement des individus. Pourtant, alors qu'on l'entraînait vers une salle de détention, Amélie, menottes serrées jusqu'à mordre sa chair, demanda d'une voix posée. « Je veux passer un appel. Je dois parler à mon père, Étienne Dubois, PDG d'Étoile d'Azur. » Un silence stupéfait s'abattit sur les agents. Les visages se figèrent, les regards se croisèrent, incrédules. La vérité allait-elle enfin éclater, ou des forces puissantes parviendraient-elles à étouffer cette injustice? L'histoire d'Amélie, une jeune femme confrontée à la cruauté d'un système biaisé, commence ici, dans un aéroport où les apparences trompent et où le courage doit défier l'oppression. Amélie Dubois avait toujours été une exception. À 17 ans, elle cumulait des notes parfaites au lycée Henri IV, l'un des établissements les plus prestigieux de Paris. Son dossier impeccable, couronné par des résultats exceptionnels aux examens, lui avait valu une invitation à un entretien à l'École polytechnique pour intégrer son programme d'ingénierie aérospatiale, un rêve qu'elle caressait depuis l'enfance. Mais ce qui la distinguait n'était pas seulement son intelligence, c'était sa résilience face à un monde qui, trop souvent, la jugeait avant de la connaître. Fille d'Étienne Dubois, le discret mais influent PDG d'Étoile d'Azur, Amélie aurait pu vivre une vie de privilèges, bercée par la fortune et les relations de son père. Pourtant, Étienne l'avait élevée dans une philosophie bien française, teintée d'égalité et de mérite. Le succès sans respect n'a pas de valeur, lui répétait-il. Pour éviter tout soupçon de népotisme, il avait même pris soin de séparer son nom de famille dans les affaires, utilisant un pseudonyme professionnel, Étienne Laurent, tandis qu'Amélie portait le nom de sa mère, Dubois. Ainsi, elle s'était forgée seule, à la force de son travail, dans un monde qui ne voyait souvent que sa peau noire avant de reconnaître son talent. À Henri IV, un lycée où les élèves de couleur étaient rares, Amélie avait appris à naviguer dans un océan de micro-agressions quotidiennes. Les regards surpris des professeurs lorsqu'elle surpassait leurs attentes, les commentaires déplacés de camarades curieux de toucher ses cheveux naturels, les confusions répétées avec l'unique autre élève noir de sa classe. Chaque incident, aussi petit soit-il, l'avait endurcie. Elle avait appris à répondre par un sourire poli, à garder sa colère pour elle, à choisir ses batailles avec une sagesse au-delà de son âge. Lors de leur dernière conversation avant son départ pour l'entretien à Polytechnique, Étienne l'avait mise en garde. « Le monde ne verra pas toujours ton génie en premier, Amélie. Il verra ta peau. Souviens-toi de qui tu es, surtout quand les autres l'oublient. » Elle avait hoché la tête, pensant comprendre. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu la préparer à ce qui l'attendait à Roissy. Le premier signe de problème surgit au comptoir d'enregistrement. Alors que les passagers blancs passaient sans encombre, l'agent, une femme d'âge moyen aux lunettes sévères, examina l'identité d'Amélie pendant près de 5 minutes. Elle scrutait la photo, comparait le visage de la jeune fille avec une suspicion évidente. « Y a-t-il un problème ?» demanda Amélie, sa voix douce mais ferme, fidèle à l'élégance française qu'elle avait apprise à maîtriser. « Je fais juste mon travail, » répondit l'agent avec un ton sec avant d'imprimer enfin son billet, non sans un regard réticent. Amélie remarqua que les autres agents souriaient aux passagers, offrant des « bons voyages » chaleureux qu'elle n'avait pas reçus. En prenant sa carte d'embarquement, elle se dirigea vers la sécurité, calculant déjà mentalement comment ces retards pourraient perturber son emploi du temps minutieusement organisé. Elle avait prévu chaque détail pour cet entretien jusqu'à la tenue qu'elle porterait. Un tailleur bleu marine sobre, choisi pour refléter la sobriété et le sérieux attendu dans les cercles académiques français. À la sécurité, l'attention indésirable redoubla. « Contrôle aléatoire », annonça un agent de la TSA d'une voix forte.
la cinglant pour une fouille supplémentaire alors que des dizaines de passagers blancs passaient sans être inquiétés. Son sac à main fut vidé, chaque objet inspecté avec une lenteur exagérée. Ses cheveux, tressés avec soin, furent palpés sans ménagement sous prétexte de protocole de sécurité. Debout dans le scanner, bras écartés, Amélie garda son calme, se remémorant les conseils de son père. Ne leur donne pas la satisfaction de te voir craquer. Lorsqu'on la libéra enfin, elle réorganisa ses affaires, vérifiant sa carte d'embarquement. C'est alors qu'elle remarqua une anomalie, une petite marque rouge dans le coin, invisible, à moins d'y prêter attention. Des années à observer son père dans le monde des affaires lui avaient appris à repérer les schémas. Cette marque n'était pas un hasard. Quelqu'un l'avait intentionnellement ciblée, dressant des obstacles à chaque étape. Son pouls s'accéléra, mais elle ravala sa peur. Ce voyage, crucial pour son avenir, venait de prendre une tournure inquiétante. L'embarquement pour le vol 1824 d'Étoile d'Azur se déroula sans heurts pour la plupart des passagers, mais pas pour Amélie. Malgré son billet de première classe, elle fut arrêtée à la porte pour un autre contrôle aléatoire. L'agent fouilla son sac, dérangeant ses notes, soigneusement préparées pour l'entretien à Polytechnique. Lorsqu'elle monta enfin à bord, elle se dirigea vers le siège 3A, son siège près du hublot en première classe. À peine installé, un tumulte attira son attention. Un homme d'affaires blanc, la cinquantaine, identifié plus tard comme Philippe Moreau, se disputait avec un autre passager à quelques rangées. Claire Beaumont, hôtesse aux cheveux blonds impeccablement coiffés et au sourire professionnel, intervint. « Monsieur, si vous me montrez votre carte d'embarquement, je peux régler cela, » dit-elle avec une douceur calculée. Moreau brandit son billet avec arrogance. « J'ai payé pour la première classe, et c'est ce que j'attends, » lança-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Claire hocha la tête, compatissante. « Bien sûr, monsieur Moreau, vous êtes en 3A, suivez-moi. » Amélie sentit son estomac se nouer. Elle regarda, incrédule, Claire guider Moreau directement vers son siège. Prenant une profonde inspiration, elle se leva. « Excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur. Je suis assignée au siège 3A, » dit-elle poliment, présentant son billet. Claire jeta à peine un coup d'œil à la carte avant de la rejeter. Il doit y avoir une confusion. Le billet de M. Moreau indique clairement ce siège. Le sourire, si chaleureux pour Moreau, devint glacial lorsqu'il se posa sur Amélie. « Mais mon billet indique la même place, » insista Amélie, gardant son calme malgré la colère qui montait. Plusieurs passagers commencèrent à filmer, sentant le conflit poindre. La voix de Claire se durcit. « Mademoiselle, cessez de causer des problèmes et de retarder le départ. Il y a des places en classe économique. » Amélie, forte des leçons de son père sur les règles des compagnies aériennes, tint bon. Selon la politique d'Étoile d'Azur, en cas de conflit de siège, les 2 billets doivent être vérifiés avec le manifeste des passagers. Les yeux de Claire s'étrécirent, visiblement irritée d'être défiée. « Je vais appeler mon superviseur », lâcha-t-elle, attrapant le téléphone de la cabine. Brian Lefebvre, le chef de cabine, arriva, sa haute silhouette dominant Amélie. Sans même vérifier son billet, il prit le parti de Claire. « Mademoiselle, nous devons faire décoller cet avion. On peut vous offrir un siège au milieu en économique ou vous prenez le vol de demain. » L'injustice était écrasante, mais Amélie savait que rater son entretien à Polytechnique n'était pas une option. Ravalant sa fierté, elle acquiesça en silence. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, elle entendit Claire murmurer à une collègue. « Je ne veux pas de son genre ici. La première classe a des standards. » Les mots, acérés comme des lames, confirmèrent ce qu'Amélie savait déjà. Ce n'était pas une question de siège ou de billet, mais de sa couleur de peau. Sophie Martin, une étudiante assise à quelques rangs, filmait discrètement. Elle échangea un regard avec Amélie, ses yeux pleins de compassion, mais elle n'osa pas intervenir, intimidée par l'autorité de l'équipage. Jacques Lefebvre, le copilote, observait depuis le cockpit, mal à l'aise. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais la pression de ses supérieurs le réduisait au silence. En classe économique, Amélie se retrouva coincée dans un siège du milieu, entre 2 passagers qui l'ignoraient. De là, elle voyait Philippe Moreau, confortablement installé en première classe, accepter une coupe de champagne avec un sourire suffisant. Claire passa plusieurs fois dans l'allée, jetant des regards méprisants à Amélie.
Lors d'un passage, Amélie l'entendit murmurer à une collègue. Il faut la surveiller, ces gens-là peuvent devenir agressifs quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Le racisme, enveloppé dans un vernis professionnel, fit frissonner Amélie. Déterminée à ne pas se laisser distraire, elle sortit son ordinateur portable pour réviser sa présentation pour Polytechnique, malgré l'espace exigu. 1 heure après le décollage, l'avion traversa des turbulences inattendues. Un soubresaut fit glisser l'ordinateur d'Amélie, qui tomba dans l'allée avec un bruit sec. Avant qu'elle ne puisse se détacher pour le récupérer, Claire apparut, ramassant l'appareil avec une rapidité suspecte. « À qui est-ce » lança-t-elle, brandissant l'ordinateur comme un trophée. Amélie leva la main. « C'est le mien, il est tombé pendant les turbulences. » Claire plissa les yeux. « C'est un modèle très cher, d'où le tenez-vous » La question, lourde d'insinuation, fit taire les passagers autour. « C'est le mien » répéta Amélie, ferme. « Je l'utilise pour mes projets d'ingénierie. » Claire se tourna vers un passager blanc à l'avant. « Monsieur, avez-vous perdu votre ordinateur » L'homme, déconcerté, sembla saisir l'intention de Claire et marmonna. « Je l'avais sorti plus tôt. » Amélie protesta. « C'est impossible, mon nom est sur l'écran de verrouillage. » Claire alluma l'ordinateur, révélant un brouillon de dissertation pour Polytechnique, clairement marqué du nom d'Amélie. Pourtant, elle secoua la tête. « Ça ne prouve rien, vous auriez pu le voler dans un sac. » Amélie montra sa carte d'étudiante. « Mon nom est sur ma carte et sur l'ordinateur. » Mais Claire l'ignora, déterminée. « Le vol est une accusation grave, nous prenons la sécurité très au sérieux. » Les passagers voisins s'écartèrent d'Amélie, comme si elle était contagieuse. L'interphone grésilla. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. En raison d'une situation de sécurité, nous allons atterrir à Lyon-Saint-Exupéry. Restez assis, ceintures attachées. » Les murmures envahirent de la cabine. Amélie sentit les regards se tourner vers elle, la jugeant déjà coupable. Elle comprit alors pleinement l'avertissement de son père. Ce n'était pas une question de laptop ou de siège. C'était une attaque contre son droit d'exister dans un espace qu'on estimait ne pas être le sien. À l'atterrissage à Lyon, l'ambiance était tendue. 3 véhicules de sécurité attendaient, gyrophares allumés. Par le hublot, Amélie vit des officiers approcher l'avion avec une urgence alarmante. Sa gorge se serra. Ce déploiement n'était pas pour un simple malentendu. On la traitait comme une criminelle. 4 officiers armés montèrent à bord, menés par Claire et Brian. « C'est elle », déclara Claire, pointant Amélie comme une fugitive. « Levez-vous lentement, main visible », ordonna l'officier principal, la main sur son holster. Amélie obéit, digne malgré la terreur qui l'envahissait. « Que se passe-t-il ? Je n'ai rien fait », dit-elle, sa voix stable pour les caméras des téléphones qui filmaient. Brian s'avança avec un discours préparé. Cette passagère a fait preuve d'un comportement agressif, a refusé d'obéir aux instructions et est soupçonnée de vol. Elle perturbe le vol et représente un risque. Chaque mensonge était un coup. Amélie tenta de se défendre, mais l'officier la coupa. « Vous expliquerez au bureau de sécurité. » Il lui saisit le bras, appliquant des menottes avec une force inutile. Le métal s'enfonça dans ses poignets, faisant perler le sang. « Les menottes sont trop serrées, » gémit-elle. « Arrêtez de résister, » répondit l'officier, resserrant encore. Quelques passagers protestèrent. « C'est excessif !» cria une femme âgée. « C'est une gamine !» lança un autre, mais leurs voix furent étouffées par le récit de Claire. « Elle est hostile depuis l'embarquement. Nous craignons pour la sécurité des passagers. » Sophie Martin, l'étudiante, filmait toujours, les mains tremblantes. Jacques, dans le cockpit, serrait les poings, impuissant face à l'injustice. Escortée dans l'allée, menottée, Amélie sentit l'humiliation la brûler. Traverser le terminal fut pire. Les voyageurs s'arrêtaient, pointaient du doigt, jugeaient la jeune fille noire en détention. Elle garda la tête haute, refusant de leur donner sa honte. « Je veux passer un appel », demanda-t-elle calmement. « Je suis mineure, voyageant seule. J'ai le droit de contacter mon parent. » Un officier ricana. « Les criminels n'ont pas de droit. Tu appelleras ton père depuis la cellule. » La cruauté la frappa, mais les mots de son père résonnaient.
Souviens-toi de qui tu es. Malgré le sang tachant sa veste, malgré les larmes qu'elle retenait, Amélie resta droite. Il pouvait contrôler sa liberté, mais pas sa dignité. La salle de détention à Lyon-Saint-Exupéry était froide, avec des murs blancs, une table métallique et une chaise inconfortable. Amélie fut poussée à l'intérieur, trébuchant sous le poids des menottes. La porte claqua, la laissant seule avec la douleur de ses poignets et l'angoisse de rater son entretien. 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit sur Denis Renaud, chef de la sécurité, un homme robuste aux yeux froids. « Asseyez-vous » aboya-t-il, jetant un dossier sur la table. Amélie s'exécuta, grimaçant de douleur. « J'ai besoin de soins. Mes poignets saignent, » dit-elle, calme. Renaud l'ignora, ouvrant le dossier. Vol, intimidation, comportement perturbateur, refus d'obéir. Ça suffit pour vous interdire de vol à vie, sans parler des charges criminelles. Rien de tout cela n'est vrai, répondit Amélie. J'avais un billet valide en première classe donné à quelqu'un d'autre. Mon ordinateur est tombé et on m'a accusé de vol à tort. Renaud tricana. Ce n'est pas ce que disent l'équipage et les témoins. Signez cette confession et on pourrait réduire les charges, vu votre âge. Amélie ne jeta même pas un œil au papier. Je ne signerai rien de faux. J'ai droit à des soins et à un appel. Renaud plissa les yeux, agacé par son assurance. Vous pensez que les règles ne s'appliquent pas à vous, hein? La porte s'ouvrit à nouveau. Une jeune officière, Camille Dupont, entra avec une trousse de premiers secours. Monsieur, le protocole exige des soins pour tout détenu blessé, dit-elle doucement. Renaud la fusilla du regard, mais acquiesça. Alors que Camille ôtait les menottes et nettoyait les plaies d'Amélie, leurs regards se croisèrent. Camille semblait mal à l'aise, comme si elle doutait de la situation. Pendant ce temps, Renaud fouillait les affaires d'Amélie, éparpillant ses notes pour Polytechnique. Lorsqu'il trouva sa lettre d'invitation, il marqua une pause, surpris. « Entretien pour une bourse d'ingénierie, ça doit être un faux, » marmonna-t-il, bien que le doute perçait dans sa voix. Camille intervint. « Monsieur, c'est une lettre officielle de l'école Polytechnique. » Renaud lui lança un regard noir. « Ça ne change rien. Nous avons des témoignages sur son comportement. » Puis, se tournant vers Amélie. « Un appel vite. » Il lui tendit son téléphone. Amélie, les mains tremblantes mais résolues, composa le numéro de son père. Étienne répondit immédiatement, sa voix chaleureuse un baume dans cette pièce glaciale. « Papa, j'ai besoin d'aide, » murmura-t-elle, sa voix enfin brisée. Elle expliqua tout, tandis que Renaud observait, convaincu qu'un appel parental ne changerait rien. « Mets-moi sur haut-parleur, » ordonna Étienne, son ton passant de père inquiet à PDG implacable. Amélie obéit. « Ici Étienne Dubois, PDG d'Étoile d'Azur. À qui ai-je l'honneur ?» Le visage de Renaud se décomposa, passant de l'arrogance à la panique. « Denis Renaud, chef de la sécurité, monsieur, » balbutia-t-il. « Il semble y avoir un malentendu. » Étienne le coupa. « Vous avez détenu ma fille sans raison, refusé des soins et tenté de la forcer à signer une fausse confession. Ai-je raison? » Renaud pâlit. Amélie, malgré la douleur, sentit une lueur d'espoir. La vérité, portée par la voix de son père, allait enfin commencer à percer. Le grondement des pales d'un hélicoptère déchira l'air au-dessus de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, signalant l'arrivée d'Étienne Dubois, PDG d'Étoile d'Azur, dont la présence imposait un silence nerveux dans le terminal. À peine descendu de l'appareil, Étienne, vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure, traversa le tarmac d'un pas décidé, ses yeux noirs brûlant d'une colère contenue mais palpable. Dans la salle de détention où Amélie, poignets bandés, attendait toujours, Denis Renaud, chef de la sécurité, transpirait sous son uniforme, conscient que l'erreur qu'il avait commise, ou plutôt l'injustice qu'il avait orchestrée, allait lui coûter cher. Étienne entra sans un mot, son regard balayant la pièce avant de se poser sur sa fille. Sans perdre une seconde, il s'agenouilla pour examiner ses blessures, son visage trahissant une douleur paternelle qu'aucun titre de PDG ne pouvait masquer. « Un médecin arrive », murmura-t-il, posant une main rassurante sur son épaule. Puis, se relevant, il se tourna vers Renaud, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Je veux voir toutes les vidéos de sécurité de l'avion et du terminal. Maintenant. »
Le ton n'admettait aucun refus, et la tension dans la pièce devint suffocante. À cet instant, le combat d'Amélie pour la justice passait à une nouvelle phase, celle où la vérité, si longtemps étouffée, commençait à éclater, défiant les puissants qui pensaient pouvoir la manipuler. Mais dans l'ombre, des forces bien plus sinistres se préparaient à contre-attaquer, orchestrées par un homme déterminé à détruire tout ce qu'Étienne et sa fille représentaient. Étienne Dubois n'était pas seulement un père furieux, il était un stratège, un homme qui avait gravi les échelons d'un secteur dominé par les élites blanches pour devenir le premier PDG noir d'une compagnie aérienne. Sa réussite, autant que celle de sa fille, était une menace pour ceux qui voyaient dans la diversité un obstacle à leurs ambitions. En quelques minutes, il transforma la salle de détention en centre de commandement. Son équipe de sécurité, contactée par satellite, accédait déjà aux systèmes informatiques d'Étoile d'Azur, verrouillant les comptes des employés impliqués dans l'incident. Renaud, désormais relégué au rôle de subalterne, bafouilla des excuses. « Monsieur, nous avons agi sur la foi des rapports de l'équipage. Nous ne savions pas. » Étienne l'interrompit d'un geste sec. « Vous saviez exactement qui elle était. La marque rouge sur son billet n'était pas apparue par hasard. » Amélie, observant son père, sentit un mélange de soulagement et de frustration. Elle avait toujours voulu se débrouiller seule, prouver sa valeur sans l'ombre de son père. Mais face à une injustice aussi orchestrée, elle comprenait désormais que la justice exigeait parfois du pouvoir pour combattre le pouvoir. Pendant ce temps, Amélie, malgré la douleur physique et l'humiliation encore fraîche, restait focalisée sur son objectif, son entretien à l'école polytechnique, prévu à Paris le lendemain matin. Elle savait que rater cette opportunité pour laquelle elle avait travaillé des années équivalait à donner raison à ceux qui voulaient la briser. « Papa, je dois aller à Paris, » dit-elle, sa voix ferme malgré l'épuisement. Étienne hocha la tête, admirant sa détermination. « Un jet privé t'attendra dans 1 heure. Mais d'abord, nous devons comprendre qui est derrière tout cela. » Il fit signe à son assistant, qui apporta une tablette affichant les premières images des caméras de l'avion. Les vidéos montraient clairement Claire Beaumont, l'hôtesse, murmurant des propos racistes et ignorant délibérément le billet d'Amélie. Plus troublant encore, un échange de regards entre Claire et Philippe Moreau, l'homme d'affaires qui avait pris le siège d'Amélie, suggérait une complicité préméditée. Alors que l'équipe d'Étienne analysait les données, un événement inattendu bouleversa la dynamique. Sophie Martin, l'étudiante qui avait filmé l'incident dans l'avion, surmonta sa peur et publia la vidéo sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un message vibrant. « Ce que j'ai vu aujourd'hui sur le vol 1824 est inacceptable. Une jeune femme a été humiliée pour sa couleur de peau. Partagée pour que la vérité éclate. » En quelques heures, la vidéo devint virale, accumulant des millions de vues. Le hashtag Justice pour Amélie commença à trending, attirant l'attention de journalistes et d'activistes. Sophie, une étudiante en journalisme à la Sorbonne, ignorait encore l'impact de son geste, mais elle venait de donner à Amélie une arme puissante, la voix du public. Dans le cockpit, Jacques Lefebvre, le copilote, luttait avec sa conscience. Il avait entendu les ordres de Brian Lefebvre, le chef de cabine, demandant à l'équipage de gérer Amélie avant même que l'incident ne commence. Jacques, un homme d'une 40aine d'années, père de 2 filles, savait que son silence le rendait complice. Lors d'une pause, il s'approcha discrètement d'Étienne, profitant de l'absence de Renaud. « Monsieur Dubois, j'ai entendu des choses. Brian a reçu des instructions avant le vol. On lui a dit de provoquer un incident avec votre fille. » Étienne plissa les yeux, enregistrant chaque mot. Qui donnait ces ordres? Jacques hésita, conscient que parler pouvait ruiner sa carrière. Je ne sais pas exactement, mais Brian a mentionné un contact chez Ciel d'Argent. Le nom de la compagnie concurrente fit tressaillir Étienne. Ciel d'Argent, dirigé par Victor Renaud, était depuis longtemps un rival acharné, connu pour ses tactiques agressives et son opposition aux initiatives de diversité d'Étoile d'Azur. Amélie, écoutant l'échange, sentit les pièces du puzzle se mettre en place, la marque rouge sur son billet, les contrôles répétés, l'attitude de Claire.
Tout était orchestré. Elle fouilla dans sa mémoire, se souvenant d'un détail troublant. En ramassant ses affaires après la fouille à la sécurité, elle avait aperçu un message sur le téléphone de Claire, laissé ouvert sur le comptoir. Les mots « Dubois, siège 3A, à neutraliser » étaient gravés dans son esprit. Elle partagea cette information avec son père, qui ordonna immédiatement à son équipe de tracer les communications de l'équipage. Les premiers résultats confirmèrent leurs soupçons. Claire avait reçu un texto anonyme 30 minutes avant l'embarquement, identifiant Amélie comme une cible. Pendant que l'enquête progressait, Amélie monta à bord du jet privé pour Paris, accompagnée d'un garde du corps discret. Assise près du hublot, elle ouvrit son ordinateur, déterminée à réviser sa présentation pour Polytechnique. Mais les images de l'aéroport, les menottes, les regards accusateurs revenaient sans cesse. Elle ferma les yeux, inspirant profondément, s'appuyant sur la discipline qu'elle avait cultivée depuis l'enfance. « Tu es plus forte que ça », se répéta-t-elle, un mantra hérité de sa mère, une avocate décédée lorsqu'Amélie avait 10 ans. Ce voyage n'était pas seulement pour son avenir, c'était pour prouver que personne, pas même un système biaisé, ne pouvait la réduire à un stéréotype. À Paris, Amélie fut accueillie par une équipe de sécurité privée et conduite à un hôtel discret près de l'école polytechnique. Malgré l'épuisement, elle passa la nuit à peaufiner sa présentation, un projet de propulsion aéronautique durable qui reflétait son amour pour l'ingénierie et son engagement pour un avenir plus équitable. À l'aube, vêtue d'une robe bleu nuit élégante mais sobre, un choix typiquement français, alliant style et sérieux, elle se présenta au campus de Polytechnique. Marianne Laurent, professeure en chef du département d'ingénierie aérospatiale, l'accueillit avec un sourire chaleureux mais perçant. Ses yeux notèrent immédiatement les bandages au poignet d'Amélie. « Mademoiselle Dubois, nous avons suivi les nouvelles. Voulez-vous reporter l'entretien » demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une sollicitude sincère. Amélie secoua la tête, un sourire déterminé aux lèvres. « Merci, Madame Laurent, mais j'ai préparé cet entretien pendant des années. Je suis prête. » La professeure hocha la tête, impressionnée par sa résilience. Pendant 2 heures, Amélie brilla, présentant son projet avec une clarté et une passion qui captivèrent le jury. Lorsqu'on lui posa une question imprévue sur l'optimisation des trajectoires orbitales, elle s'approcha du tableau blanc, traçant des équations avec une précision méthodique. Les membres du jury échangèrent des regards admiratifs. « Remarquable, mademoiselle Dubois », conclut Marianne Laurent, une lueur de respect dans les yeux. « Votre approche est unique. Nous vous recontacterons très bientôt. » En quittant la salle, Amélie sentit une bouffée de triomphe, mais elle savait que la bataille était loin d'être terminée. Pendant qu'Amélie impressionnait à Polytechnique, la tempête médiatique s'intensifiait. Victor Renaud, PDG de Ciel d'Argent, un homme au visage sévère et aux cheveux argentés, tint une conférence de presse à Lyon. Vêtu d'un costume coûteux, il joua la carte de l'indignation maîtrisée, un talent cultivé dans les cercles d'élite français. « Nous respectons les processus internes d'Étoile d'Azur », déclara-t-il aux journalistes, « mais il est troublant que des protocoles de sécurité soient contournés en raison de connexions familiales. » La stratégie était limpide. En se posant comme défenseur de l'égalité, Renaud déformait la réalité, transformant Amélie en une privilégiée capricieuse. Des extraits de vidéos truqués, coupés pour montrer Amélie sous un jour défavorable, commencèrent à circuler en ligne, alimentés par des commentateurs payés pour semer le doute. Étienne, de retour à son bureau à Paris, analysait la contre-attaque avec son équipe juridique. « Ils veulent contrôler le récit », observa-t-il, scrutant les données sur son écran. « Renaud a des contacts dans les médias que nous n'avons pas. » Son téléphone vibra avec une alerte. Un article intitulé « La fille d'un PDG provoque un atterrissage d'urgence, revendique une discrimination » venait de paraître, citant des témoins, décrivant Amélie comme agressive. Une vérification rapide du manifeste des passagers révéla que ces témoins n'étaient même pas à bord. La campagne de désinformation était d'une ampleur stupéfiante, orchestrée avec une précision militaire. Mais un nouvel allié émergea de l'ombre. Camille Dupont, l'officière de sécurité qui avait soigné Amélie à Lyon, contacta Étienne par un canal sécurisé. En civil, elle se présenta à son bureau, un dossier sous le bras, son visage marqué par la détermination et la peur.
Je ne peux plus rester silencieuse, dit-elle, posant un enregistreur numérique sur la table. Renaud savait qui était Amélie avant son arrivée. Il a donné des ordres pour la cibler. Les enregistrements étaient accablants. Denis Renaud, son supérieur, discutait avec un contact anonyme, recevant des instructions pour faire un exemple d'Amélie. Un autre fichier montrait Claire Beaumont admettant avoir agi sur ordre, utilisant des termes racistes pour justifier ses actions. Camille expliqua qu'elle avait documenté ces échanges depuis des mois, témoin de pratiques discriminatoires systématiques à l'aéroport. Ce n'était pas la première fois, confia-t-elle, mais cibler une adolescente de cette manière, c'était trop. Étienne, impressionné par son courage, lui assura une protection. « Vous venez de changer la donne », dit-il, transmettant les enregistrements à son équipe juridique. Camille, consciente que sa carrière était probablement terminée, hocha la tête. « Si je peux empêcher que cela arrive à quelqu'un d'autre, ça en vaut la peine. » À Paris, Luc Bernard, un journaliste indépendant suivant l'affaire grâce à la vidéo de Sophie, commença à creuser plus loin. Il découvrit des liens financiers entre Ciel d'Argent et plusieurs médias publiant des articles contre Amélie. Ces recherches révélèrent également que Philippe Moreau, l'homme d'affaires du vol, était vice-président de la stratégie chez Ciel d'Argent, un détail que Renaud avait soigneusement omis. Luc contacta Sophie, proposant de collaborer pour publier un article explosif. « C'est plus qu'un incident isolé », lui dit-il. « C'est une conspiration. » Amélie, informée des développements par son père, comprit que l'attaque contre elle n'était que la partie visible d'un complot plus vaste. Renaud ne visait pas seulement à l'humilier, il cherchait à saboter l'initiative de diversité d'Étoiles d'Azur, un programme qu'Étienne devait annoncer la semaine suivante, visant à recruter des pilotes et ingénieurs issus de minorités. En discréditant Amélie, Renaud espérait ternir la réputation d'Étoiles d'Azur auprès des communautés qu'elle cherchait à servir. « Ce n'est pas juste moi qu'ils attaquent », dit Amélie, analysant les données avec son père dans le jet de retour. « C'est tout ce que tu as construit. » Étienne acquiesça, son expression sombre. « Renaud perd des parts de marché depuis que nous desservons des communautés négligées. Il est prêt à tout pour nous arrêter. » Ouais. Il montra à Amélie un organigramme des communications. Des messages entre Renaud, Moreau et des employés d'Étoiles d'Azur trahissaient une coordination méticuleuse. « Il savait qui tu étais », murmura-t-il horrifié. « Ce n'était pas une erreur. Ils t'ont ciblé parce que tu es ma fille. » Face à cette révélation, Amélie sentit une colère nouvelle monter en elle, mais elle la canalisa. « Je ne les laisserai pas gagner », déclara-t-elle. « Je vais à Polytechnique, et ensuite nous les combattrons. Pas juste pour nous, mais pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. » Étienne serra sa main, fier de sa force. « Nous allons porter plainte, » annonça-t-il, « contre Ciel d'Argent, Claire Beaumont, Brian Lefebvre et Renaud lui-même. » Alors que le jet survolait la France, Amélie regarda par le hublot, les lumières de Paris scintillant au loin. La bataille pour la justice prenait une ampleur qu'elle n'avait pas imaginée. Avec les preuves de Camille, la vidéo de Sophie et le courage de Jacques, la vérité gagnait du terrain. Mais Renaud, tapi dans l'ombre, préparait sa prochaine offensive, prêt à tout pour protéger son empire. Le combat d'Amélie et d'Étienne ne faisait que commencer, et les enjeux dépassaient désormais une simple affaire d'injustice aérienne. C'était une lutte pour l'égalité, la dignité, et un avenir où personne ne serait jugé sur sa peau. La salle d'audience du Palais de justice de Paris vibrait d'une tension palpable, semblable à celle d'un théâtre avant une première. Les caméras des médias, alignées comme des sentinelles, capturaient chaque mouvement, tandis que les spectateurs, entassés sur les bancs de bois vernis, retenaient leur souffle. Au centre de ce tourbillon médiatique se tenait Amélie Dubois, 17 ans, dont le regard calme mais résolu semblait défier l'immense machinerie déployée contre elle. Face à elle, Victor Renaud, PDG de Ciel d'Argent, affichait une assurance feinte, son costume gris perle impeccablement repassé contrastant avec l'inquiétude qui perçait dans ses yeux. La bataille juridique, qui avait transformé un incident à bord d'un avion en une affaire nationale, atteignait son paroxysme. Ce jour-là, Amélie ne se contentait pas de défendre son honneur. Elle portait l'espoir de millions de personnes confrontées à l'injustice quotidienne.
alors que le juge André Giscard, réputé pour son impartialité austère, frappait son marteau pour ouvrir la session, une question planait. La vérité, si durement conquise, triompherait-elle enfin des puissants qui avaient tenté de l'étouffer? L'histoire d'Amélie, une jeune femme noire défiant un système biaisé, touchait à son dénouement, mais le chemin vers la justice s'annonçait encore semé d'embûches. La salle d'audience, avec ses hauts plafonds ornés de moulures dorées et ses vitraux diffusant une lumière tamisée, incarnait la grandeur de la justice française. Pourtant, pour Amélie, ce lieu majestueux semblait d'abord un champ de bataille. Depuis des semaines, son père, Étienne Dubois, PDG d'Étoile d'Azur, et leur avocate, Vanessa Leroux, une juriste brillante connue pour son engagement dans les droits civiques, avaient préparé ce moment. Leurs plaintes, déposées contre Ciel d'Argent, Victor Renault, Claire Beaumont, Brianne Lefebvre et le service de sécurité de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, s'appuyaient sur un arsenal de preuves accablantes. Les vidéos de Sophie Martin, les enregistrements de Camille Dupont et les témoignages de Jacques Lefebvre, le copilote qui avait brisé le silence. Mais Renault, avec ses ressources quasi illimitées et ses connexions dans les sphères politiques et médiatiques, ne comptait pas se rendre sans combattre. Le premier coup vint sous la forme d'un témoin surprise. Une hôtesse de l'air, Élise Garnier, qui n'était pas à bord du vol Mission 24, affirma sous serment avoir eu une altercation avec Amélie lors d'un précédent vol d'Étoile d'Azur. Son récit, détaillé et convaincant, dépeignait Amélie comme arrogante, exigeant un traitement spécial en invoquant le nom de son père. Les dates et numéros de vol qu'elle cita correspondaient étrangement au dossier de voyage d'Amélie, des informations confidentielles auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès. Amélie, assise aux côtés de Vanessa, sentit son cœur se serrer. Ce témoignage était une pure invention, mais sa précision le rendait dangereux. Vanessa se leva pour contre-interroger, mais le juge Giscard, d'un ton sec, limita ses objections, invoquant des questions de procédure. Les murmures dans la salle trahissaient la surprise. Giscard, connu pour sa rigueur, semblait inhabituellement indulgent envers la défense de Renault. Le malaise s'intensifia lorsque Vanessa tenta de présenter les vidéos de l'incident. Le greffier annonça que les fichiers, pourtant déposés avec authentification, étaient introuvables dans les archives du tribunal. 3 affidavits clés, signés par des passagers soutenant Amélie, avaient également disparu. Pendant une suspension d'audience, Vanessa réunit Étienne et Amélie dans une salle privée, son visage grave. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-elle. « Ces documents ont été soumis il y a 2 semaines. Quelqu'un interfère. » Étienne, les mâchoires serrées, acquiesça. « Renault a des alliés dans le système judiciaire. Nous devons changer de stratégie. » Amélie, malgré la fatigue qui pesait sur elle, sentit une détermination nouvelle. « Nous ne pouvons pas abandonner, dit-elle. Si nous reculons, ils gagneront, et d'autres souffriront comme moi. » À cet instant critique, Camille Dupont, l'officière de sécurité qui avait fourni les enregistrements incriminant Renault, refit surface. Elle apparut dans le bureau de Vanessa, tremblante mais résolue, apportant de nouvelles preuves. « Ils savent que j'ai parlé, » confia-t-elle, posant un disque dur sur la table. « Mais je ne peux plus me taire. » Les fichiers révélaient des communications entre Denis Renault, le chef de la sécurité, et un intermédiaire non identifié discutant d'un « arrangement » avec un membre du cabinet du juge Giscard. Dans un enregistrement, Denis ordonnait de « misplaced » les vidéos soumises par l'équipe d'Amélie. Plus troublante encore, Claire Beaumont, l'hôtesse, était captée confessant avoir reçu des instructions de Ciel d'Argent pour provoquer un incident racial. « Il voulait une scène publique », disait-elle, sa voix empreinte de cynisme. Une noire en première classe, c'était une opportunité. Camille révéla aussi avoir été menacée. La veille, un homme anonyme l'avait approché, lui offrant 5 millions d'euros pour son silence, assorti d'une menace voilée. « Renault peut vous briser. » Mais Camille, une femme célibataire qui avait gravi les échelons de la sécurité par son seul mérite, refusa. « J'ai vu trop de discrimination dans ce métier, » expliqua-t-elle. Ce qu'ils ont fait à Amélie était la goutte de trop. Étienne, impressionné par son courage, lui promit une protection immédiate. « Vous venez de nous donner une chance de renverser la situation, » dit-il, transmettant les preuves à Vanessa. Consciente que le tribunal de Giscard était compromis,
Vanessa opta pour une stratégie audacieuse. Plutôt que de continuer dans cette arène biaisée, elle déposa une requête d'urgence auprès de la Cour d'appel fédérale, incluant les preuves d'interférence judiciaire. Parallèlement, elle contacta la Division des droits civiques du ministère de la Justice, transformant l'affaire en une enquête fédérale potentielle pour conspiration criminelle. Cette manœuvre changea la donne. Renault, qui comptait sur son influence pour contrôler le procès, vit son assurance vaciller lorsque les médias annoncèrent l'escalade. Les gros titres, jusqu'alors dominés par sa campagne de désinformation, commencèrent à s'interroger sur ses agissements. La pression publique s'intensifia grâce à Sophie Martin et Luc Bernard, le journaliste indépendant. Leur article, publié dans un média numérique influent, détaillait les liens entre Renault et les faux témoins, s'appuyant sur des documents financiers découverts par Luc. La vidéo de Sophie, désormais vue par des dizaines de millions de personnes, devenait un symbole de résistance. Des associations de défense des droits humains, dont SOS Racisme, déposèrent des mémoires en soutien à Amélie, tandis qu'une campagne citoyenne, menée par des clients d'Étoile d'Azur, contre-attaquait en ligne, partageant des témoignages d'autres victimes de discrimination dans les aéroports. La vérité, portée par une vague populaire, gagnait du terrain. Mais Renault tenta un dernier coup désespéré. Dans la nuit, un émissaire anonyme approcha Camille dans la maison sécurisée où elle se cachait, réitérant l'offre de pots de vin et les menaces. L'échange, capturé par les caméras de sécurité, devint la preuve ultime d'une tentative de subornation de témoins. Brian Lefebvre, le chef de cabine, craquant sous la pression, contacta Vanessa pour négocier une immunité en échange de son témoignage. Il révéla que Renault l'avait personnellement briefé avant le vol, lui ordonnant de créer un incident pour discréditer Étienne et son initiative de diversité. Ces aveux, combinés aux preuves de Camille, brisèrent le mur de silence. Le procès fut transféré à une nouvelle juridiction, présidée par le juge Raymond Delacroix, un magistrat respecté pour son intégrité. Dans une salle d'audience moins ornée mais plus solennelle, Delacroix examina les preuves avec une rigueur implacable. Les enregistrements de Camille, les vidéos de Sophie et les confessions de Brian furent présentés sans obstruction. Amélie, appelée à la barre, livra un témoignage poignant, décrivant non seulement l'humiliation subie, mais aussi son aspiration à transformer cette douleur en changement. « Ce qui m'est arrivé n'est pas unique, dit-elle, sa voix claire résonnant dans la salle. Mais si ma voix peut protéger d'autres, alors cette épreuve aura un sens. » Son discours, empreint de dignité et d'espoir, toucha même les journalistes les plus cyniques. Delacroix rendit son verdict avec une gravité qui imposa le silence. Cette cour reconnaît une conspiration organisée pour violer les droits civils de Mademoiselle Dubois, orchestrée par Victor Renault, avec la complicité de multiples co-défendeurs, déclara-t-il. Le ciblage délibéré d'une personne en raison de sa race, la fabrication de preuves et la tentative de corrompre la justice représentent une atteinte intolérable à nos valeurs. Le jugement fut dévastateur. Renault, Claire Beaumont, Brian Lefebvre et Denis Renault furent inculpés pour conspiration criminelle et violation des droits civiques. L'aéroport de Lyon fut placé sous surveillance fédérale pour pratiques discriminatoires. Victor Renault, condamné à de lourdes amendes et à une peine de prison, vit son empire s'effondrer. Le juge Giscard, sous enquête pour inconduite, avait déjà démissionné. Pour Amélie, la victoire allait au-delà des sanctions. Le tribunal imposa des réformes structurelles. Des formations antidiscrimination obligatoires pour toutes les compagnies aériennes et les services de sécurité aéroportuaire, supervisés par des organisations de droits humains. Ces mesures, inspirées par son combat, protégeraient des millions de voyageurs, en particulier ceux sans ressources pour se défendre. Une semaine après le verdict, Amélie prit la parole à l'école polytechnique, où elle avait été admise avec une bourse prestigieuse. Devant un public d'étudiants, de leaders industriels et d'activistes, elle annonça la création de la Fondation Amélie Dubois, financée par les dommages accordés. Cette fondation offrira un soutien juridique aux victimes de discrimination et financera des programmes éducatifs pour déraciner le racisme, expliqua-t-elle, sa voix forte et assurée. À ses côtés, Camille Dupont, désormais directrice des programmes de la Fondation, applaudit avec émotion.
Étienne monta sur scène pour dévoiler les nouvelles politiques antiracistes d'Étoile d'Azur, élaborées avec des experts en droit civique. La compagnie lança une bourse pour les pilotes issus de minorités, investis dans des communautés mal desservies par l'aviation, et créa un conseil de surveillance indépendant, composé d'activistes plutôt que d'insiders. Ce qui est arrivé à ma fille est le symptôme d'un problème systémique, déclara-t-il. En tant que leader, nous devons démanteler ces structures. Ces annonces, loin d'être cosmétiques, marquaient un tournant pour l'industrie. 3 ans plus tard, Amélie se tenait dans un laboratoire de Polytechnique, mettant la touche finale à un prototype d'avion éco-responsable conçu pour rendre l'aviation accessible à tous. Le chemin n'avait pas été facile. Des séances de thérapie pour surmonter le traumatisme, des nuits hantées par le souvenir des menottes, des moments de doute face à la lenteur du changement. Mais il y avait eu aussi des triomphes. Son design, présenté à une conférence internationale, fut salué comme révolutionnaire. Ce jour-là, son téléphone vibra avec une alerte. Victor Renault venait d'être condamné à 7 ans de prison, son dernier appel rejeté. La justice, bien que lente, avait prévalu. En embarquant pour la conférence, Amélie monta en première classe. Cette fois, l'hôtesse vérifiqua son billet avec un sourire sincère, et le commandant la salua personnellement. En regardant par le hublot, elle songea à son parcours. La douleur avait forgé un avenir meilleur, non seulement pour elle, mais pour une industrie transformée. La Fondation Amélie Dubois prospérait, soutenant des victimes à travers le monde, tandis qu'Étoile d'Azur devenait un modèle d'inclusion. L'histoire d'Amélie incarne une vérité universelle, ancrée dans la culture française de justice et d'égalité. Le changement exige du courage, de la persévérance et une volonté de transformer la souffrance en espoir. Elle montre que le racisme, qu'il soit individuel ou institutionnel, peut être défié par des individus déterminés, soutenus par des alliés inattendus comme Sophie, Camille et Jacques. Surtout, elle rappelle que la véritable justice ne se limite pas à punir, mais à bâtir un monde où chacun, quelle que soit sa couleur, peut voler librement vers ses rêves. L'histoire d'Amélie Dubois, une jeune femme confrontée à l'injustice et à la discrimination raciale dans un cadre aussi banal qu'un aéroport, résonne profondément avec les valeurs françaises de justice, d'égalité et de dignité humaine. Ce récit, empreint de courage et de résilience, ne se contente pas de dénoncer les préjugés. Il nous invite à réfléchir sur notre rôle dans la lutte contre les inégalités systémiques. Amélie, malgré son jeune âge, incarne une force morale rare, celle de rester digne face à l'humiliation et de transformer sa douleur en un levier pour le changement. Sa capacité à garder son calme, à s'appuyer sur la vérité et à mobiliser des alliés inattendus, comme Sophie, Camille et Jacques, montre que la justice n'est pas seulement une affaire de pouvoir, mais aussi de persévérance et de solidarité. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la manière dont elle révèle les mécanismes insidieux du racisme institutionnel. En France, où l'idéal républicain prône l'égalité, il est parfois difficile d'admettre que des structures discriminatoires persistent. Pourtant, l'expérience d'Amélie met en lumière comment des individus, manipulés par des intérêts puissants, peuvent perpétuer l'injustice sous couvert de protocoles. Cette prise de conscience est un appel à la vigilance. Nous devons questionner les aléatoires, contrôles, les jugements hâtifs et les récits médiatiques biaisés. La leçon est claire. Le silence face à l'injustice équivaut à une complicité. Appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne exige du courage. Comme Amélie, nous pouvons choisir de ne pas céder à la colère ou au découragement, mais d'agir avec détermination. Cela peut commencer par de petits gestes. Soutenir une personne victime de discrimination, signaler une injustice au travail ou amplifier les voix marginalisées, comme Sophie l'a fait avec sa vidéo. Comme Camille, nous devons oser défier l'autorité lorsque nos valeurs sont en jeu, même au prix de sacrifices personnels. Enfin, l'initiative d'Étienne et d'Amélie pour réformer l'industrie aérienne nous rappelle que le changement systémique passe par des actions collectives. S'engager dans des associations, exiger des politiques inclusives et éduquer pour déraciner les préjugés. En tant que Français, nous portons l'héritage d'une nation qui a fait de la justice un pilier. L'histoire d'Amélie nous pousse à honorer cet idéal, non pas par des mots, mais par des actes. Elle nous enseigne que chaque combat, aussi ardu soit-il, peut ouvrir la voie à un avenir plus juste.
À nous d'être des acteurs de ce changement, en refusant l'indifférence et en construisant un monde où chacun peut voler librement vers ses rêves. Si l'histoire d'Amélie Dubois vous a touché, si vous croyez en un monde où la vérité triomphe des injustices, alors agissez dès maintenant. Mettez un j'aime pour soutenir notre message, partagez cette vidéo pour sensibiliser votre entourage et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous été témoin d'une injustice? Comment pouvons-nous bâtir une société plus équitable? Ensemble, faisons entendre nos voix pour que des histoires comme celle d'Amélie ne soient plus une exception, mais une victoire pour tous. Merci de nous suivre et continuons ce combat pour la justice.